André et Geneviève Gournier, 75 ans, 81 ans. Drôle de couple. Ils ont passé toute leur vie côte à côte. Il l'a trompée. Et ça, elle ne le lui a jamais pardonné. Leurs amis racontent que quand lui avait le dos tourné, elle lui faisait des bras d'honneur. Et qu'un jour, elle aurait mis 6 litres d'eau dans le réservoir de sa voiture pour lui pourrir la vie. En 1999, on a retrouvé André et Geneviève morts, côte à côte, chez eux, près de Saint-Étienne. Suicidés? Techniquement, c'est possible, mais difficile à concevoir. Assassinés? Oh, ça aussi, c'est possible, mais difficile à prouver. Saint-Priest-en-Jarret, petite ville bourgeoise dans la banlieue de Saint-Étienne. C'est là que vivent André et Geneviève Gournier. André a 75 ans. Il était chef d'entreprise, il est maintenant à la retraite. Geneviève, elle, était mère au foyer. Elle a 81 ans. Ce 30 novembre 99, quand la femme de ménage débarque, comme tous les mardis matins, le portail est ouvert. Quand je suis arrivée, j'ai monté l'escalier. Les lampes extérieures étaient allumées et j'ai sonné à la porte, mais je n'ai vu personne et personne n'est venu m'ouvrir. J'étais vraiment très étonnée de trouver ces lumières allumées. Joséphine espère trouver les clés chez une voisine, une vieille amie du couple. Mais la voisine n'a rien et elle s'inquiète. Tout de suite, moi j'ai dit, ça y est, il est arrivé malheur. J'ai appelé monsieur et madame Gournier, donc la villa, et ça ne répondait pas. Alors je me suis dit, t'est arrivé quelque chose, pas possible. La voisine appelle Jean-Paul, le fils de Geneviève et d'André. Il habite tout près, à 500 mètres. Mais il est au travail, sa femme, Marie-Caroline, est là. Elle appelle les pompiers et tout le monde se donne rendez-vous devant la villa. Les pompiers cherchent un moyen d'entrer. Tout est fermé. Il faudrait fracturer une porte ou un volet. Marie-Caroline, ça l'ennuyait vraiment de faire ouvrir cette porte, de fracturer surtout. Elle avait peur que ce soit inutile et puis que sa belle-mère la réprimande et puis que ça fasse encore des éclaboussures. Elle pensait que ses parents étaient partis faire des courses ou enfin qu'ils n'étaient pas là, quoi. Donc on dit, écoutez, il y a peut-être un secours à porter. Là, elle a peut-être compris qu'il fallait rentrer. Les pompiers font sauter la serrure du garage. Ils entrent dans la maison avec les policiers. Au rez-de-chaussée, toutes les lumières sont allumées. Et on entendait parler. Bon, on demandait ce qui se passait, puis en pénétrant dans la salle à manger, on a vu que la télévision était allumée. Je me rappelle, on tourne à gauche, face à la télé. Il y a 2 personnes. La mamie, elle était assise. André dit qu'elle dormait. Le grand-père, allongé sur le canapé, il a ses lunettes, il a les yeux fermés. On les touche, ils sont froids. Les pompiers viennent de découvrir les cadavres de Geneviève et André Gournier. Morts comment? La maison était fermée à clé. Pas de traces d'effraction ou de vol. Pas de blessure apparente. André a juste une petite plaie sur le crâne, déjà soignée par 2 pansements. Tout était bien rangé, il n'y avait pas de désordre, pas de choses qui pouvaient supposer qu'il y ait eu dispute ou quoi que ce soit. C'est ce qui était bizarre. Mort de quoi? Là, on comprenait pas, là. André et Geneviève se sont peut-être suicidés. Les policiers et les pompiers regardent autour d'eux, fouillent les poubelles. Ils ne trouvent aucun mot d'adieu, aucune boîte de médicaments. Dans la cuisine, ils remarquent une cocotte minute vide sur la cuisinière. L'un des boutons est grand ouvert.
Mais ça ne sent pas le gaz. La bonbonne est totalement vide. J'ai appelé un collègue avec le testeur. Il a vérifié s'il y avait du monoxyde de carbone. Le testeur, il annonçait non. Ce qui fait qu'on ne s'est pas inquiété à ce sujet. Dans la chambre de Geneviève, au rez-de-chaussée, la voisine découvre le fer à repasser posé sur un rideau en nylon. Il est branché. Le rideau avait été posé certainement sciemment sur cette table et il avait brûlé, donc laissé apparaître un grand trou. Alors je l'ai signalé à la police et les policiers tout de suite m'ont répondu oh, c'est une personne âgée, ça a pu bien arriver. Marie-Caroline appelle son mari. Jean-Paul quitte tout de suite la clinique où il est chirurgien pour la rejoindre. Jean-Paul Gournier, je voudrais que vous me racontiez comment ça se passe lorsque le 30 novembre 1999, vous arrivez donc chez vos parents. Donc, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai été intérieurement tétanisé. Vraiment, j'ai vu mes deux parents morts, mon père sur le canapé, maman sur son fauteuil. Et instantanément, ça a été ma première pensée, ça a été d'aller les embrasser. Si vous voulez, j'ai le caractère un petit peu professionnel d'un chirurgien qui est capable de regarder la mort en face sans s'écrouler, sans se mettre à hurler, sans se mettre à pleurer, malgré que c'était mes parents sur les canapés. Et je me rappelle aussi avoir fait la réflexion, après en sortant au médecin légiste, ils sont morts d'une cause respiratoire parce qu'ils avaient les lèvres et les mains cyanosées. Les policiers sont là, hein? Tout le monde est là, c'est la maison grouille de monde. Aux policiers, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Est-ce que vous leur dites des choses spontanément? Enfin, ils me posent des questions, donc spontanément, je leur dis que mes parents n'allaient pas bien la veille au soir. Non, l'avant-veille au soir, c'est le dimanche soir. En fait, l'histoire commence réellement le dimanche soir, à 20h, quand ma mère m'appelle et me dit « Jean-Paul, viens à la maison, ton père vient de tomber contre le vélo, il s'est ouvert la tête, viens voir ». Donc on habitait à 500 mètres, donc je suis venu tout de suite à la maison. Effectivement, j'ai trouvé mon père très somnolent et maman dans une attitude un petit peu ébrieuse, mais c'est des gens qui ne buvaient pas, donc c'était absolument pas un problème d'alcool. Donc effectivement, je vois mon père, je soigne mon père, qui avait cette plaie sur le dessus de la tête, je l'assois dans son fauteuil, et je dis à maman, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous n'êtes pas bien tous les deux, etc. Elle me dit, oh bah tu sais, on a mangé des champignons le samedi soir, ça doit être les champignons. Je dis, bah, écoute, j'appelle la clinique et je vous fais hospitaliser. Et maman a absolument refusé toute hospitalisation. Donc le lendemain matin, avant de partir travailler, je rappelle mes parents. Visiblement, ça allait beaucoup mieux. Et je leur ai dit, je passe ce soir vous faire une prise de sang parce que votre état n'était pas normal. Donc vous les donnez aux policiers, ces prises de sang? Je donne spontanément. Vous les avez toujours? Ah oui, enfin ils sont dans la voiture. Ils sont dans la voiture, donc je vais les chercher, je vais leur donner, en disant, voilà, j'ai des prises de sang que j'ai fait hier, rechercher une cause toxicologique, parce que ils avaient le comportement, enfin, il y a un type de médicament qui s'appelle les benzodiazépines, style le Tranxène, toute une gamme de médicaments comme ça, et qui, à haute dose, peut donner ce type de comportement. Face à ce décès suspect, le procureur de la République ordonne une autopsie et ouvre une information judiciaire pour recherche des causes de la mort. Le lendemain, la presse locale évoque ces deux morts mystérieuses. Selon ces journalistes, l'enquête s'oriente vers une intoxication alimentaire. Les policiers s'inquiètent tout de suite pour les amis qui ont partagé le fameux plat de champignons avec André et Geneviève. Mais ils vont très bien. Ils sont même surpris que les policiers puissent envisager que ce repas ait pu causer la mort des Gournier. On a donc dîné ensemble, je leur ai fait une salade, une omelette aux pleurotes. Et il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, parce que c'est un champignon tout à fait anodin. Donc voilà, nous on était en parfaite forme. Ça me paraissait tellement absurde d'amener ça sur le tapis.
15 jours plus tard, les analyses confirment qu'il n'y a pas eu d'intoxication. Ni aux champignons, ni au gaz, ni aux médicaments. Les biologistes ne trouvent rien de suspect dans les urines ou dans le sang du couple. Tout est négatif. Les légistes n'ont rien trouvé qui puisse expliquer la mort d'André et Geneviève. Pas de traces de coups ou de blessures, mis à part cette plaie superficielle sur le crâne d'André. Et une trace de piqûre sur le bras de Geneviève. Leur conclusion ? Il serait mort d'un trouble cardiaque. Vieillesse, stress, troubles métaboliques. Le juge trouve ce rapport un peu succinct. Les constatations, pourtant qui devaient être évidentes, n'avaient pas été faites. Pour M. Gournier, on n'avait pas le point de la prise de sang, puisqu'on savait qu'il y avait eu des prises de sang. C'est quand même curieux, on a deux personnes qui meurent ensemble, et le rapport des médecins experts n'ouvre aucune perspective. Aucune. Hein, on ne sait rien. C'est comme si, finalement, il n'y avait eu aucune autopsie. C'est une autopsie, pour moi, qui était blanche. Le juge Chauveau ordonne donc une nouvelle expertise toxicologique, cette fois dans un laboratoire de Lyon. En attendant les résultats des analyses toxicologiques plus poussées, les policiers se penchent sur la vie de Geneviève et André Gournier. Et ils découvrent un couple au fonctionnement particulier. André et Geneviève se sont rencontrés au Sénégal, après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, André était ingénieur des arts et métiers. Il inspectait les avions et les bateaux de commerce. Geneviève, elle, travaillait comme secrétaire de direction. Elle était divorcée et avait presque 7 ans de plus qu'André. Une femme de caractère. Elle avait été résistante pendant la guerre et travaillait comme infirmière auxiliaire pour la Croix-Rouge. C'est une femme à très forte personnalité qui a élevé ses frères et sœurs. Ses parents sont morts et c'est elle qui a pris en charge tous ses frères et sœurs. C'était un chef, voilà. Elle adorait commander et elle adorait être obéie. Elle était très orgueilleuse, très intelligente, mais très orgueilleuse. C'était Geneviève Gournier. Geneviève épouse André en 1952, à Dakar. C'est là qu'elle donne naissance à leurs 2 enfants, Marie-Béatrice et Jean-Paul. Dans les années 60, la famille rentre en France, dans la région de Saint-Étienne. André prend la direction d'une usine. Geneviève s'occupe des enfants. Pendant des années, le couple semble heureux. Mais tout bascule en 1974. Geneviève a alors 57 ans. Geneviève a découvert que son mari la trompait. Et elle a pensé que son mari la trompait avec quelqu'un de sa famille qu'elle hébergeait. Et ça, elle ne l'a pas accepté du tout. Elle a été humiliée et elle a changé du tout. Elle avait perdu... elle était assez rigolote, hein. Elle ne l'était plus du tout. Elle ne pensait qu'à ça. C'était obsessionnel. Depuis, les 2 époux mènent des vies parallèles. Geneviève part en voyage sans son mari. Et André passe ses journées au golf ou au bridge. À la maison, ils font chambre à part. Elle ne supportait plus du tout son mari. Lui couchait à l'étage, il avait son bureau, elle avait sa petite pièce devant où elle prenait même souvent son repas du soir toute seule devant la télé pour ne pas être avec son mari quand il était là. Geneviève n'a jamais pardonné à André son infidélité et pendant 25 ans, elle la lui a fait payer. Elle voulait se venger. C'était son moteur. C'était son moteur. Elle voulait je me vengerai.
Un jour, elle me dit « J'ai collé 6 litres d'eau dans le réservoir de la voiture de Gournier. Eh bien, crois-moi, si tu veux, elle a démarré. » Et mon mari lui dit « Je t'en prie, Geneviève, arrête tes conneries. Tu vas bousiller son moteur. »« Mais c'est ce que je veux !» lui a-t-elle répondu. C'était toujours elle qui le critiquait à tout bout de champ, quoi. Elle lui faisait des bras d'honneur quand il tournait le dos, par exemple, devant nos enfants. Geneviève sait que son mari continue à la tromper. Ça la rend malade. Au printemps 97, elle embauche un détective privé. Elle me dit qu'il a une maîtresse qui l'a amenée à la maison. Ça, déjà, c'est dur à passer. Et qui plus est, cette femme est repartie, elle m'a volé des bijoux et un manteau de fourrure. Donc, je souhaiterais savoir qui est cette femme que mon mari rencontre et la rencontrer par la suite, de façon à lui faire rendre ce qu'elle m'a volé. Le détective découvre qu'André n'a pas à proprement parler de maîtresse. Il fréquente une prostituée qui travaille sur les aires d'autoroute. Le détective remet un rapport détaillé à Geneviève, photo à l'appui. Pour elle, c'est un coup de massue. Une humiliation. Elle a regardé les photos. Et là, il m'a semblé qu'elle diminuait de taille. Elle a dû perdre 2 cm. C'est un petit peu avachie sur elle-même. C'était surtout le fait que son mari sorte avec une traînée de passe-étage. Elle nous en parlait, elle disait mais je vais le supprimer, mais je le supprimerai. C'était son mot, vraiment, son leitmotiv, sans arrêt. Et ça, elle le répète souvent et à de plus en plus de monde. Elle avait son fusil de chasse qu'elle avait quand elle était en Afrique, car elle chassait en Afrique, et elle me disait « Tu vois ce fusil-là, il tuera Gournier ». Madame Gournier nous répétait toujours qu'elle avait ce qu'il fallait pour supprimer son mari et qu'elle ferait les choses proprement et qu'elle ferait brûler la maison. Ça, elle me l'a toujours dit, que la maison brûlerait et que ce serait que des cendres. Entre les époux Gournier, c'est donc la guerre depuis longtemps. Mais André, comment le vivait-il? Les policiers interrogent ses amis. Tous le décrivent comme un bon vivant qui respirait la joie de vivre. Il aimait la vie. C'est encore quelqu'un qui avait un esprit jeune déjà et qui n'avait aucune raison, à ma connaissance, de vouloir mettre fin à ses jours. Sur Geneviève, ils sont plus nuancés. Elle était dépressive et depuis une hospitalisation récente, elle acceptait mal d'être physiquement diminuée. Elle m'appelait par exemple un soir, elle me disait « Je suis restée couchée toute la journée ». Je lui disais « Mais pourquoi ?»« Oh, je sais pas, tout me dégoûte, j'ai de goût à rien ». Elle était dépressive comme ça, quoi. Environ 2 mois avant sa mort, elle m'a dit qu'elle ne supportait plus sa déchéance physique et qu'elle ne supportait plus sa vieillesse. C'était la première fois que je l'ai vue aussi désemparée et elle m'a dit à ce moment-là qu'elle souhaitait en finir. Mais les policiers apprennent aussi que les 2 retraités avaient des projets pour les mois à venir. On avait le projet avec André d'aller, comme d'habitude, en janvier, faire un stage de ski bridge. La seule différence, c'est que c'était la première fois qu'elle se joignait à nous. Et elle avait l'intention de faire un voyage en Birmanie au printemps. Une semaine avant leur décès, André et Geneviève parlaient de ces voyages. André avait versé un acompte de 1000 francs, 150 € pour le séjour de ski. Et Geneviève, elle, venait de demander à une amie parisienne de lui acheter un tissu très cher chez un grand couturier. Tout ça
ne colle pas avec un suicide. L'enquête telle que je pouvais la percevoir à ce moment-là était très ambivalente. J'avais des éléments qui venaient des proches de monsieur et madame Gournier, mais il y avait des éléments qui se contredisaient dans les déclarations. Pour les enfants, Jean-Paul et Marie-Béatrice, les choses sont en revanche très claires. Leurs parents se sont suicidés. Pas besoin d'enquêter, ça ne fait aucun doute. La famille se montre même, aux yeux du juge, un peu trop pressée d'organiser les obsèques. C'est M. Gournier, fils, qui m'a téléphoné pour que les corps soient incinérés rapidement, ce que j'ai refusé. Ce qui m'a mis mal à l'aise, moi, ce qui m'a aussi un peu fait réagir, c'est on ne doit pas comme ça s'adresser avec autant d'empressement. C'est ce que j'ai ressenti. Et ça m'a mis un peu de mauvaise humeur, je le dis, à l'égard de M. Gournier. On était loin de se douter qu'il y avait une enquête, c'est tout, on n'était pas plus pressé que ça. On voulait que ça se termine, qu'on fasse notre deuil, voilà. Très vite, Jean-Paul et sa sœur rangent et nettoient la maison de famille. Ils y trouvent des indices qui, selon eux, confortent la thèse du suicide. Mon épouse m'a dit qu'elle avait trouvé les bijoux de sa maman, rangés, avec sur chaque bijou le nom des petits-enfants, comme si elle voulait, comme si elle avait préparé effectivement son départ, et en disant, ben voilà, je prépare mes bijoux pour que chaque petit-enfant ait un bijou. Quelques jours plus tard, Jean-Paul remet au policier une lettre signée de ses deux parents. Une semaine avant de mourir, André et Geneviève y annonçaient à leurs petits-enfants qu'ils venaient de leur ouvrir un compte épargne. Jean-Paul Gournier, à un moment donné, vous êtes amené à donner une lettre à des policiers que vous trouvez éloquente. Que dit cette lettre? C'est une lettre de vos parents. C'est une lettre de mes parents qui est co-signée par mes parents, ce qui est du domaine de l'exceptionnel, puisqu'il y avait quand même un problème entre mes parents depuis 1974. Donc cette lettre dit quoi alors? Alors cette lettre dit quoi? Donc il y a deux parties. Une première partie technique, qui est mon père, qui était un homme d'affaires, explique que les placements boursiers, c'est le mieux dans le temps, etc. Qu'il est à sa disposition pour donner des renseignements. Mais c'est surtout la deuxième partie de la lettre qui est très intéressante, parce qu'ils expliquent que la seule valeur refuge, c'est la famille, qu'on ne peut compter que sur sa famille, et que quoi qu'il se passe dans une famille, tout finit par s'arranger, et que quoi qu'il se passe, enfin, ils ne mettent pas les parents, les grands vous expliqueront plus tard. Et pour moi, cette phrase, elle est hautement significative, parce que c'est l'annonce du drame. C'est cette phrase, pour vous, qui fait sens dans cette lettre? Si vous voulez, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai pensée, c'est maman a fait une connerie. Parce qu'on avait la certitude à ce moment-là que maman avait mis fin au jour de papa et mis fin à ses jours après. Donc elle l'avait tué et s'était tuée. Et s'était tuée après. Et puis surtout, il y a des choses. Papa avait arrêté ses comptes au 15 novembre 1999. Juste avant, ils avaient été tous les deux à Reims, ça faisait des années qu'ils n'allaient plus à Reims tous les deux, pour voir la famille de maman, pour voir des amis à eux. Et pour moi, c'est un petit peu la tournée d'adieu avant de partir tous les deux. Admettons qu'ils aient eu en projet de se suicider, qu'ils aient fait cette tournée d'adieu. Enfin, votre mère devait aller en vacances en Birmanie. Alors ça, c'est un leurre, parce qu'elle en parle qu'à deux personnes. Déjà à deux personnes qui ne se connaissent absolument pas. Et elle n'en parle pas sur Saint-Étienne. Parce que tout le monde sur Saint-Étienne savait depuis son accident. Elle a eu un accident bêtement dans sa chambre où elle est tombée de sa hauteur et s'est fracturé les vertèbres. Et depuis cette époque-là, maman ne pouvait plus faire des grands trajets. Donc elle n'aurait pas pu aller en Birmanie, quoi. C'était pas possible. Elle ne pouvait pas faire 12 heures ou 18 heures d'avion. C'était impossible. Les policiers épluchent l'emploi du temps des époux Gournier et remontent au fameux dîner de champignons, 2 jours avant leur mort.
Le samedi soir donc, André et Geneviève ont dîné chez des amis à une vingtaine de kilomètres de chez eux. La fameuse omelette aux pleurotes. À ce dîner, Geneviève paraissait heureuse. Geneviève est arrivée, elle était pleine de joie de vivre parce que elle m'a pris dans ses bras dans l'entrée de la maison et en me disant, ça faisait 20 ans qu'elle demandait le divorce à son mari et il venait de l'accepter. Donc elle l'exultait. Le lendemain, le dimanche, après un déjeuner de famille, André est allé voir son ami prostitué. Lui n'était pas très en forme. Sur la route du retour, il a d'ailleurs fait un malaise et percuté une glissière de sécurité. Il n'a pas été blessé, mais sa voiture ne peut plus rouler. C'est un chauffeur de taxi qui le ramène chez lui. Quand j'ai récupéré ce monsieur, je l'ai trouvé dans un état pas bien normal. Enfin, il paraissait ivre pour moi, comme quelqu'un qui avait bu. Voilà. Et donc, il avait une démarche pas très assurée. Tout le long du trajet, quand je l'ai ramené chez lui, il somnolait, il me parlait pas trop. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il était malade ou pas, et il m'a même pas répondu, quoi. Et quand j'arrive chez lui, il retrouvait pas ses clés. Donc je suis descendu de ma voiture, je l'ai pris, je l'ai accompagné, je l'ai aidé jusqu'à la porte de sa maison. Et à ce moment-là, il me dit, oh là là, ça va mal se passer parce que je vais me faire engueuler. Ce soir-là, les relevés téléphoniques montrent bien que Geneviève a appelé son fils vers 19h30. C'est là qu'elle lui aurait dit qu'elle et André ne se sentaient pas bien. Et c'est là que Jean-Paul aurait décidé de passer pour soigner la blessure du crâne de son père. Le lendemain, Jean-Paul est revenu voir ses parents avant d'aller à la clinique. Ils avaient l'air d'aller mieux. Comme prévu, André a passé l'après-midi au club de bridge. Mais ses amis l'ont trouvé diminué. Il paraissait pas en grande forme. Son collègue m'a dit, tu sais André, il est pas terrible aujourd'hui, il fait des erreurs qu'il n'a pas l'habitude de commettre. Il dit, tu sais, j'ai eu un accident de voiture, j'ai une petite blessure. Et l'accident de voiture, d'après ce qu'il m'a dit, il s'en souvient plus très bien de ce qu'il s'était passé. Ce soir-là, Jean-Paul retourne chez ses parents pour leur faire une prise de sang. Jean-Paul Gournier dit qu'il est arrivé vers les 7h30, 7h40 au domicile de ses parents. Il y avait sa mère. Peu de temps après, son père est arrivé. Le temps de parler, le temps de discuter. Cette prise de sang est effectuée vers les 20h et quelques. Il part, il rentre chez lui. Sa sœur, Marie-Béatrice, appelle ses parents vers 20h30. Mais personne ne décroche. Jean-Paul est le dernier à avoir vu ses parents vivants. Jean-Paul Gournier, je voudrais qu'on revienne sur cette prise de sang que vous avez pratiquée à vos parents la veille de leur mort. Pourquoi l'avoir pratiquée et pourquoi l'avoir pratiquée aussi tard ? 24 heures avant, je voulais les faire hospitaliser. Maman m'a dit non. Et à ce moment-là, étant donné qu'ils n'allaient pas bien, j'aurais pu partir à la clinique, chercher du matériel, faire la prise de sang pour donner le sang le matin. Mais à ce moment-là, ils n'allaient pas bien, donc je suis resté avec eux. Effectivement, mes connaissances de toxicologie sont limitées, mais bon, un toxique, vous retrouvez toujours des traces. Donc, il n'y avait pas urgence. Il n'y avait pas urgence à le faire. Ce qui m'intéressait, c'est savoir est-ce qu'ils avaient pris un médicament ou pas. Et si vous voulez le fond de ma pensée, j'ai toujours ce regret au fond de moi. Je pense qu'en faisant cette prise de sang, j'ai sûrement déclenché chez maman un réflexe d'urgence. Elle s'est dû se dire, Polo va s'apercevoir que j'ai donné quelque chose à son père, et il faut qu'on le fasse ce soir. Vous voyez, c'est peut-être la prise de sang et peut-être le facteur déclenchant
D'ailleurs, dans le témoignage de la femme de ménage, Madame Anguera explique qu'elle voit de temps en temps maman mettre des comprimés dans le café de papa, étant donné que papa était un homme volage, pour que papa ne puisse pas avoir de relations sexuelles. Alors Dominique Rizet, fin mai 2000, c'est-à-dire 6 mois après la découverte des corps des époux Gournier, le juge d'instruction reçoit enfin les résultats des analyses toxicologiques qui ont été effectuées à Lyon. Aucune trace de toxique dans les prélèvements effectués lors de l'autopsie des corps de monsieur et madame Gournier. Aucune trace de toxique dans le prélèvement sanguin qui a été effectué par leur fils, Jean-Paul. C'est ce prélèvement qu'il a remis à la police. En revanche, on va trouver autre chose, et ça c'est très intéressant, c'est vraiment un tournant dans le dossier. Dans les prélèvements sanguins qui ont été effectués lors de l'autopsie, on va trouver des traces importantes d'un produit qui s'appelle le tracryum. Tracryum. C'est un produit paralysant utilisé par les anesthésistes, donc uniquement en milieu hospitalier. C'est un produit qui est fabriqué à base de curare, du poison, le curare. Et ça a quel effet ? C'est un produit qui a pour but d'empêcher le malade de bouger. Ça paralyse les muscles, y compris les muscles respiratoires. Et c'est pour ça qu'il faut un système d'assistance respiratoire pour que le malade ne décède pas pendant l'opération. Et ce que dit l'expert et qui est important, c'est qu'il existe une seule façon d'administrer du tracryum, c'est par piqûre intraveineuse. Ça veut dire, Christophe, qu'on a utilisé une seringue. Le 17 juin 2000, le procureur de la République ouvre une information judiciaire contre X pour empoisonnement avec préméditation. Et Jean-Paul Gournier, le fils, devient le principal suspect. 6 mois se sont écoulés depuis la découverte des corps. Les premiers policiers n'avaient trouvé sur place aucune seringue, aucun flacon de tracryum. Mais la maison n'a jamais été considérée comme une scène de crime. Elle n'a jamais été placée sous scellé. Et maintenant, il est trop tard pour trouver de nouveaux indices. Dans les heures, dans les jours qui suivent, la maison est ouverte, les poubelles ont été assez peu vérifiées, l'âtre de la cheminée n'a pas été tamisé, aux alentours, on n'a rien vérifié non plus. Je me souviens qu'il n'était pas clair du tout à la lecture de la procédure de savoir quelles étaient les portes d'entrée et les fenêtres qui étaient bien fermées. C'est donc un très très mauvais départ pour une enquête criminelle. Les policiers ne peuvent plus se fier qu'aux premiers témoignages et aux photos. On y voit André et Geneviève, assis, loin du téléviseur. La manche du chemisier de Geneviève est relevée. Sur la table, il y a leur montre, près d'un flacon d'alcool et d'un bout de coton. Comme si André et Geneviève n'avaient pas bougé après la prise de sang que leur a faite Jean-Paul. Pour moi, ça devenait pratiquement évident que Jean-Paul Gournier était à l'origine de ce qui s'était passé. Pourquoi ? Parce que un produit comme celui-ci, on ne le trouve pas facilement. Et puis bon, il était quand même passé la veille au soir chez ses parents pour faire une prise de sang. Entre la prise de sang et l'injection, il faut quand même reconnaître que c'était très très troublant. Jean-Paul Gournier ne sait pas encore qu'on a découvert du tracryum. Les policiers sont tentés par une garde à vue, par des perquisitions. Mais le juge d'instruction leur demande d'attendre. Ils se bornent donc à vérifier la liste des cliniques où ils travaillent et à éplucher les comptes bancaires des parents. Au final, rien de concluant. Ensuite, 4 mois passent, sans investigation. Le 25 octobre 2000, le juge donne finalement son feu vert pour placer le chirurgien en garde à vue. Jean-Paul Gournier, vous êtes surpris d'être placé en garde à vue ? Ah, complètement. Je reçois un coup de fil en début de semaine du commandant Sarlabou, qui m'avait vu 2-3 fois. Il me dit, écoutez, monsieur Gournier, je voudrais bien vous revoir une dernière fois pour clôturer le dossier de vos parents. Donc vous y êtes allé en confiance ?
Je rentre dans son bureau, et à ce moment-là, il me signifie que je suis en garde à vue. Alors je regarde, je dis, non, c'est une plaisanterie. Il me dit, non, non, c'est pas du tout une plaisanterie. Vous avez le droit à un coup de téléphone, donc j'ai fait prévenir mon épouse que j'étais en garde à vue. Et à ce moment-là, il y a 3 policiers, et j'ai eu des feux de questions, etc. À un moment donné, j'ai dit, mais vous pouvez poser des questions dans toutes les... Il n'y a qu'une vérité, et je vous la dirai de différentes façons, mais il n'y a qu'une vérité. Et à un moment donné, ils sortent un petit peu l'argument choc en disant, voilà, vos parents sont morts avec du curin, avec du tracryum. Alors là, j'ai été un petit peu scotché, j'ai dit, ah, ça ne m'étonne pas tout à fait de maman. Et ils disent, oui, vous comprenez, c'est un produit qui est sous clé, on compte les ampoules, etc. J'ai dit, non, pas du tout. Si vous voulez, on traverse la rue, et je vais vous montrer où est rangé le tracryum à la polyclinique, vous allez prendre une poignée et vous allez revenir. Et là, effectivement, j'ai senti que les 3 policiers ont basculé à ce moment-là. Ce qui est dommage, c'est que le commandant Salabou n'ait pas dit, ben, on y va. À la clinique? Oui. Parce que vous auriez démontré que le tracryum est en accès quasi libre dans un établissement hospitalier. Dans l'établissement où je travaillais, et le frigidaire du bloc était dans un sas, accessible à tout le monde, et ce frigidaire n'était pas fermé. Mais les policiers, eux... me croient sur parole. Est-ce qu'ils vous demandent si vous avez vu la seringue? Parce que si votre mère a effectivement injecté le tracryum à votre père avant de se l'injecter à elle-même, logiquement, on aurait dû retrouver et l'ampoule de tracryum et la seringue qui a servi à faire l'injection au pied du fauteuil ou sur la table. On ne trouve que ce qu'on cherche. Or, je veux dire, est-ce que les fauteuils ont été fouillés? Est-ce que la cheminée a été regardée? Est-ce que le pot de fleurs qu'il y avait derrière maman a été regardé? Personne n'a rien regardé. Donc, si vous voulez, je pense... Bon, après, on me demande à moi de faire des hypothèses ou de démontrer un fait. À un moment donné, je n'étais pas là. La vraie question, c'est pourquoi faire disparaître la seringue? Mais parce que maman ne voulait pas du suicide comme que les époux Gournier se soient suicidés. Elle ne voulait pas d'un suicide visible, incontestable, etc. Et que dans son esprit, elle avait fait les choses de telle façon que le feu prenne dans la maison et détruire la maison par le feu. Ça aussi, c'est hautement symbolique. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu la preuve que papa avait amené une femme ou 2 à la maison. C'était quelque chose qui était insupportable pour maman. Légalement, les policiers peuvent le garder 48 heures. Mais ils le relâchent au bout de 3h30. J'ai eu les 3 fonctionnaires de police au bout du fil, qui m'ont tous tenu le même discours, à savoir que, non, vraiment, il n'était pas possible de reprocher ça à M. Gournier, même s'il s'expliquait très mal, et qu'il ne voyait pas comment continuer. Donc, à la réflexion, j'ai dit, bah, écoutez, on fait comme ça, on arrête la garde à vue et on verra après. Le juge nomme un expert légiste de Lyon pour obtenir des précisions sur la mort par tracryum. De leur côté, les policiers vérifient que cet anesthésiant ne se vend pas dans une pharmacie de quartier. Ils apprennent qu'on n'en trouve que dans les hôpitaux ou les cliniques. Les ampoules sont en général stockées au bloc opératoire ou gardées au frais dans des locaux ouverts à tout le personnel. 4 mois supplémentaires passent sans aucune autre investigation. Le 5 mars 2001, le juge d'instruction met finalement Jean-Paul Gournier en examen pour empoisonnement avec préméditation. Alors Dominique, que nous révèle l'expertise demandée par le juge Chauveau? 3 choses, Christophe. Premièrement, que les taux de tracryum retrouvés dans le sang de monsieur et madame Gournier sont élevés, toxiques et mortels. Deuxième chose, qu'ils ont entraîné un décès rapide en quelques minutes, insuffisance respiratoire, puis arrêt cardiaque. Troisième chose, que le décès du couple est directement imputable à l'injection de tracryum par intraveineuse. Alors, l'expert dit que, puisqu'on ne constate qu'un seul point de piqûre sur le bras gauche de Geneviève Gournier, c'est par ici qu'on a procédé à la fois au prélèvement de sang, puis à l'injection de tracryum. Par le même trou? Par le même trou. On ne trouve aucune autre trace de piqûre à l'autopsie sur le corps de Geneviève Gournier.
Et donc l'expert, à partir du moment où il dit ça, il a cette conclusion qui n'engage que lui. Il ressort de l'étude profonde du dossier que le décès des époux Gournier doit être rattaché à, écoutez bien ça, un homicide volontaire de type empoisonnement par curare. Jean-Paul Gournier, comment est-ce que vous réagissez quand vous prenez connaissance de cette expertise qui révèle qu'on ne trouve qu'une piqûre et donc que c'est la même piqûre qui a servi à prélever le sang et à injecter le trachyum? Ça, c'est terrible pour vous. Non. Puisque vous avez prélevé le sang, par nature, vous êtes forcément celui qui a injecté le trachyum. C'est ce que dit cette expertise. Oui, ben elle vous accuse d'homicide. Ça fait partie des erreurs monumentales de la personne qui a fait cette expertise. Je vais vous dire, premièrement, sur mon père, il n'y a aucune trace de piqûre qui n'est notée. Or, forcément, il doit y en avoir une, puisque j'ai fait une prise de sang. Sur mon père, il n'y a pas de trace de piqûre. Sur ma mère, la trace de piqûre est au bras gauche. Or, moi, j'ai fait les prises de sang au bras droit. Si vous regardez bien les photos où sont mes parents, aller faire une prise de sang sur le bras gauche, tout est possible, hein, je veux dire, mais c'est relativement acrobatique. Parce que parce que, vous regardez, maman est sur un fauteuil, il faut tirer la table, il faut que je me mette... Enfin, je veux dire, c'est acrobatique. En plus, moi, j'ai fourni le matériel que j'avais pris pour faire la prise de sang. C'est des petites aiguilles épicrâniennes, et ensuite, vous avez un adaptateur qui se rentre dans une éprouvette qui a le vide pour aspirer le sang. Donc, vous ne pouvez pas faire d'injection avec ça, c'est pas possible. Et c'est des toutes petites aiguilles qui ne laissent pas de traces. Pour prouver la détermination de sa mère, Jean-Paul remet au juge une cassette qu'il a découverte après la mort de ses parents. Une cassette que sa mère a enregistrée à l'intention de son mari. Tu as été dégoûtant. Tu as sali et pris pour un bordel la maison familiale. Jamais je ne te pardonnerai d'avoir emmené une prostituée à la maison. Vous êtes saisi par cette voix, par les propos qu'elle tient, et vous vous dites que cette femme, qui devait sans doute être seule lorsqu'elle a pris son dictaphone pour évacuer comme ça sa tristesse, cette femme-là a peut-être bien effectivement tué son mari et s'est suicidée par la suite. Mis en examen, le docteur Gournier est laissé en liberté. Le juge est muté. Avant de partir, il annonce qu'il va clore son dossier. Pour lui, l'instruction est terminée. Au mois de juillet 2001, je ne voyais pas comment on pouvait aller plus loin pour préciser tel ou tel élément d'un scénario possible. Pas de témoins, pas de preuves matérielles supplémentaires. Les expertises, il n'y a plus rien à en attendre. Et comme je ne vois pas ce que je peux faire de plus, on va forcément, dans mon idée, vers un non-lieu. Je lui ai dit que vous restez innocent, pour moi. Hein, c'est la logique procédurale. Hein. Maître Buffard, dans cette affaire, vous êtes engagé par la sœur de Geneviève Gournier. Quel est son sentiment à elle lorsqu'elle vous engage? Elle pense que son neveu, Jean-Paul, a tué sa sœur? Elle veut connaître la vérité. Jusqu'alors, Jean-Paul Gournier a convaincu son entourage et sa famille de ce que ses parents étaient décédés d'abord d'une intoxication alimentaire, puis ensuite qu'il s'agissait d'un meurtre suivi d'un suicide, et elle veut en avoir le cœur net. Alors l'enquête, évidemment, démarre très mal parce que la fouille de la maison et l'autopsie ont été des étapes un peu bâclées. Mais comment pouvait-on faire autrement? On ne pouvait pas faire autrement, parce que si elles ont été bâclées, c'est aussi grâce ou à cause de Jean-Paul Gournier, qui est sur les lieux immédiatement après la découverte des corps, et qui explique aux enquêteurs et à ses confrères, puisqu'on est dans le milieu médical, que vraisemblablement, il s'agit d'une intoxication alimentaire. Donc, dans un premier temps, c'est la thèse d'un empoisonnement qui prévaut, et on ne pense pas du tout à une hypothèse criminelle. Donc,
au moment de la fouille Donc, au moment de la fouille, ce ne sont pas les spécialistes de l'identité judiciaire, les spécialistes de scènes de crime qui viennent sur place, ce sont les policiers de permanence, tout simplement, qui se bornent à faire des constatations et à prendre quelques photos des lieux. Alors très vite, le juge Chauveau considère qu'il n'y a pas assez d'éléments pour envoyer Jean-Paul Gournier devant une cour d'assises. Vous en pensez quoi, vous, à ce moment-là? D'abord, le juge Chauveau ne s'excite pas beaucoup sur cette affaire. Il s'excite d'autant moins sur cette affaire qu'elle met en cause un notable, une personnalité connue, un chirurgien, et que très vite, d'ailleurs, apparemment, se nouent entre eux des rapports assez chaleureux. Il lui parle, il lui fait part de ses états d'âme. Il lui dira même, d'ailleurs, que si ça ne tenait qu'à lui, il rendrait tout de suite un non-lieu. On ne peut pas dire que le juge d'instruction, à ce moment-là, véritablement remplisse son rôle. Que vous inspire cette très courte garde à vue du mis en examen Jean-Paul Gournier? C'est une occasion manquée pour vous? C'est proprement ahurissant. Voilà quelqu'un qui est soupçonné d'un double meurtre, qui est reçu par les policiers comme dans un salon de thé et qui d'ailleurs au bout de 2h30 explique qu'il souhaiterait se retirer parce qu'il a des opérations à faire. On appelle le juge d'instruction qui dit mais bien évidemment si le docteur doit opérer, il faut le laisser repartir retourner vaquer à ses occupations. Quand même une attitude relativement peu fréquente dans ce type de circonstances. Le procureur décide de relancer l'enquête et nomme un nouveau juge. Jean-Luc Jaillet, en septembre 2001, vous êtes nommé juge d'instruction. Vous reprenez donc ce dossier. Il vous demande des choses spécifiques, le procureur? Il ouvre des pistes? Oui, en effet, il y a au moins 3 pistes qui sont suggérées par le procureur de la République. Premièrement, des investigations financières et comptables sur la situation du mis en examen. Donc, ce qui est recherché, c'est la question du mobile financier. Deuxième investigation, des investigations concernant le tracryum, donc ce fameux produit curarisant retrouvé dans le corps des victimes. Est-ce qu'on peut se le procurer facilement dans un hôpital? Est-ce qu'il est sur les chariots, à disposition des malades? Est-ce qu'il est dans une armoire frigorifiée? Et autre point concernant le tracryum, les effets du tracryum. Compte tenu des quantités, est-ce que l'injection provoque immédiatement la mort ou non? Alors qu'est-ce que vous demandez, vous, aux policiers qui sont votre bras armé dans cette enquête? Alors les policiers, dans un premier temps, je leur demande de travailler dans 2 directions. Des investigations très classiques sur le plan financier et comptable, faire des réquisitions bancaires pour savoir quel est l'état de la situation financière du mis en examen. Et puis, je demande également aux policiers de travailler sur une éventuelle autre piste, autrement dit, par exemple, une autre personne, puisque les faits sont niés par le mis en examen. À cette époque, monsieur Gournier est mis en examen. Donc, il faut essayer de voir si une autre personne peut avoir commis ces gestes. Les policiers de Saint-Étienne enquêtent sur la moralité de Jean-Paul Gournier. Son casier judiciaire est vierge. Il place son téléphone fixe et son portable sur écoute. Il découvre que le fils d'André et Geneviève a une excellente réputation dans son milieu professionnel, comme dans sa vie privée. À la mort de ses parents, Jean-Paul vient d'avoir 40 ans. Il est marié à Marie-Caroline qu'il connaît depuis l'adolescence. Ensemble, ils ont 3 enfants, âgés de 8 à 13 ans. Et on ne lui connaît aucune maîtresse. Jean-Paul Gournier exerce depuis bientôt 6 ans comme chirurgien cardiovasculaire dans 3 cliniques de la région. À Saint-Étienne, à Montbrison et à Lyon. C'est un médecin très apprécié de ses patients comme de ses collègues. Jean-Paul Gournier est quelqu'un dont on sait dans le milieu de la chirurgie vasculaire qu'il a un geste sûr, des indications pertinentes. Il a toujours respecté la vie humaine. Je ne l'ai jamais vu baisser les bras de façon prématurée et il a toujours déployé toute son énergie pour mener à bien les traitements qui devaient être faits à ses patients. Le juge Jaillet commande une expertise psychologique et 2 expertises psychiatriques. Toutes concluent à l'absence d'anomalie mentale. Chez M. Gournier, je n'ai retrouvé aucune pathologie, ni délirante, ni perverse, pouvant expliquer un éventuel passage à l'acte. En revanche, on est face à une personnalité assez rigide, très logique, très cadrée,
Il a beaucoup de difficultés à exprimer ses sentiments et ses émotions. Les policiers s'intéressent aussi au train de vie du chirurgien. Un expert comptable est nommé. Et là, ça se corse. Le chirurgien gagne près de 40 000 francs, 6 000 euros. Mais il est très endetté. Il a dépensé pour près de 460 000 euros de travaux dans sa villa et emprunté 60 000 euros à sa mère. Au moment du décès de ses parents, il doit rembourser chaque mois, 1,5 fois son salaire. Ses comptes bancaires étaient fortement à découvert. Moins 177 000 francs en novembre 1999, pour atteindre moins 700 000 francs 6 mois plus tard. J'en ai conclu que la situation financière donc, était mauvaise, voire fortement compromise. Or, avec la mort de ses parents, Jean-Paul Gournier vient de toucher 2 500 000 francs, environ 375 000 euros. L'héritage l'arrange bien. Pour un chirurgien qui développe un chiffre d'affaires tous les ans extrêmement important, il y a des hauts et il y a des bas, ça n'était pas significatif. Et en tous les cas, je pense que pour pouvoir sérieusement accuser quelqu'un du meurtre de ses deux parents pour un motif crapuleux, il faut avoir un peu plus de matière que cela. Un tel acte commis de sang-froid comme cela ne peut correspondre qu'à une personnalité pathologique. Ça n'était pas le cas. Je crois vraiment que là, ça a été une construction intellectuelle du juge pour donner sens à un crime qui n'en avait aucun. Alors Jean-Luc Jaillet, lorsque vous commencez à récupérer les premiers éléments concernant l'état financier de Jean-Paul Gournier, ça donne quoi? À l'issue de cette expertise, on constate que la situation, que les comptes sont débiteurs. Ça ouvre la porte d'un mobile, ça? Éventuellement. En tout cas, c'est un élément qui va figurer dans le dossier. Moi, mon rôle de juge d'instruction, c'est de verser dans le dossier ces éléments financiers. Après, c'est pas moi qui en juge la portée. Alors maintenant qu'on a possiblement un mobile, pourquoi est-ce que vous ne placez pas Jean-Paul Gournier en détention? Parce que finalement, lui, il est toujours libre. Oui. Pour que je puisse éventuellement demander à ce qu'il soit placé en détention provisoire, il fallait des circonstances nouvelles. Alors, est-ce que les expertises auraient pu constituer des circonstances nouvelles? C'est pas sûr. C'est pas établi. Et d'autre part, il aurait fallu que les conditions posées par la loi, l'article 144 du Code de procédure pénale, soient respectées. C'est-à-dire, par exemple, il aurait fallu craindre que M. Gournier s'enfuit, qu'il fasse pression sur des témoins, qu'il se concerte avec un éventuel co-auteur, etc., etc. Enfin, ces conditions qui sont limitativement prévues par la loi. Aucune de ces conditions n'était réunie. Que donnent les investigations sur la tierce personne qui aurait pu commettre le meurtre dans l'entourage, bien sûr, des époux Gournier? Clairement, à un moment donné, vous avez ciblé la sœur de Jean-Paul Gournier, donc la fille de monsieur et madame Gournier. Ces investigations n'aboutissent pas vraiment. J'ai procédé à l'audition en tant que témoin seul, simplement de la sœur de monsieur Gournier. Et en effet, ces investigations n'ont rien donné. Restent donc deux hypothèses. Celle du meurtre commis par Jean-Paul Gournier ou celle du suicide. Pour trancher, le juge Jaillet fait appel à des experts parisiens. Ils remettent leur rapport le 25 février 2002. Leurs conclusions vont dans le même sens que la première expertise. Pour ces nouveaux experts non plus, la thèse du suicide de Geneviève Gournier ne tient pas. Le fait d'injecter un curare fait qu'en quelques dizaines de secondes, on est dans l'incapacité d'ouvrir les paupières et puis très rapidement dans l'incapacité de marcher. Donc on s'attend, en cas d'auto-administration de ce produit, à ce que la personne s'effondre avec à proximité le matériel ayant servi à l'injection. Or, sur place, les secours n'ont trouvé ni seringue, ni flacon de tracryum. Comme si quelqu'un d'autre que Geneviève avait piqué, injecté, puis éliminé le matériel. Or, il n'y avait pas de trace d'effraction. Jean-Paul Gournier reste donc le seul et principal suspect.
Mais le chirurgien et son avocat contre-attaquent. Ils demandent une autre expertise, car selon eux, les experts surestiment la dose de trachyum injectée. À plus faible dose, la paralysie de Geneviève aurait été plus lente. Elle aurait eu le temps de jeter la seringue dans le feu avant de se laisser mourir dans son fauteuil. Pour accréditer cette thèse, Maître Saint-Pierre demande un agrandissement de la photo de la cheminée. Il a ainsi été établi que oui, il y avait des cendres dans cette cheminée. Nous sommes fin novembre à ce moment-là. Nous sommes dans la Loire, il y fait froid. Eh bien, les parents Gournier faisaient du feu dans la cheminée. Donc, l'hypothèse selon laquelle Madame Gournier se pique la main, puis comme cela jette, n'est-ce pas, la seringue, l'ampoule dans le foyer, quelque chose qui est possible. C'est possible. La défense marque un point. Les cendres n'ont jamais été fouillées. Mais quelques semaines plus tard, la nouvelle expertise vient anéantir la thèse du suicide. Les experts affirment que la paralysie intervient très vite, en quelques secondes, même lorsque la dose injectée est plus faible. Compte tenu de la dose extrapolée, l'hypothèse du suicide paraît impossible. C'est-à-dire de quelqu'un qui a pu s'injecter du curare, faire disparaître la seringue, faire les 3 mètres qui séparaient la cheminée de son fauteuil et avoir le temps de dégrafer son pantalon. Au total, au printemps 2004, 6 experts affirment que la thèse du suicide n'est pas crédible. La défense de Jean-Paul Gournier s'écroule. Le juge Jaillet l'interroge à nouveau. Le docteur Gournier clame toujours son innocence et maintient que ses parents ont mis fin à leur jour. Pour lui, les experts surestiment toujours la vitesse de paralysie. Le chirurgien amène cette fois-ci un argument supplémentaire. Les experts se sont basés sur des analyses de sang prélevées au niveau du cœur. Or, à cet endroit, explique-t-il, la dose de curare serait artificiellement plus élevée qu'ailleurs. Le juge Jaillet soumet cette critique aux experts qui la balayent d'un revers de la main. L'argument du chirurgien ne serait pas prouvé scientifiquement. Ça ne modifiait pas de façon notable nos conclusions. Ça minorait probablement un peu la dose estimée, mais ça donnait encore une dose largement capable d'entraîner une paralysie rapide. Le juge Jaillet dispose donc d'un mobile et d'expertise scientifique à charge. Le 16 février 2006, près de 5 ans après la mise en examen, il ordonne le renvoi de Jean-Paul Gournier devant la cour d'assises pour empoisonnement sur ascendant. Jean-Luc Jaillet, quand vous décidez de renvoyer Jean-Paul Gournier devant la cour d'assises, c'est parce que vous avez la conviction qu'il est l'assassin de ses parents, ou c'est parce que vous voulez transmettre en quelque sorte le bébé au juré, la cour d'assises verra bien si elle a les éléments? Je me dis, j'ai dans mon dossier des éléments qui doivent être soumis à discussion, une discussion collégiale à plusieurs personnes. Après, c'est à la cour d'assises à apprécier la portée de chacun des éléments. On a l'expertise comptable. Est-ce que la situation financière et comptable justifie ou non un double meurtre? C'est à la cour d'assises d'en juger. Ce n'est pas au juge d'instruction. Clairement, qu'est-ce qu'il encourt devant la cour d'assises, Jean-Paul Gournier? La réclusion criminelle à perpétuité. Le procès est pour bientôt. Pendant toutes ces années, le secret de l'instruction a été bien préservé. Même la presse stéphanoise est restée quasi muette sur cette affaire. Mais en septembre 2006, 6 mois après la fin de l'instruction, Jean-Paul Gournier décide de parler aux journalistes. Ultime rebondissement. Le 20 septembre 2006, l'affaire fait la une de la presse locale. Jean-Paul Gournier veut défendre sa version des faits, le suicide de ses parents. Il choisit de révéler aux médias sa mise en examen. Jean-Paul Gournier dit qu'il est un personnage public, un chirurgien connu sur Saint-Étienne et dans la région Rhône-Alpes.
et qui peut plus vivre avec ce poids, qui sait que de toute façon ça va sortir dans la presse locale, donc il décide de devancer un petit peu les articles de presse. Les journalistes défilent. Moi, j'ai plutôt une mauvaise impression en rencontrant Jean-Paul Gournier la première fois. Je trouve qu'il est très utilitaire dans ses réponses. C'est très réfléchi, il a intellectualisé son dossier. Il est glacial, il est très froid. On est quand même en train de parler de la mort de son père et de sa mère, dont il est accusé, un double parricide, par empoisonnement, ce qui est un fait terrible pour quelqu'un. Il s'en défend, mais je ne sens jamais le début du commencement d'une émotion. La parution de ces articles crée un électrochoc dans l'entourage des Gournier. De nouveaux témoins viennent à la rescousse du chirurgien. Le jour même, la police de Saint-Étienne reçoit l'appel d'une amie de Geneviève. Elle raconte ce que la vieille dame lui a dit 4 mois avant sa mort. Elle m'a expliqué qu'elle n'allait pas bien, qu'elle en avait marre parce que son mari la trompait, qu'elle voulait supprimer son mari. Donc je lui ai dit, mais enfin vous n'allez jamais faire une chose pareille, c'est pas possible. Et elle m'a dit, si, je veux l'empoisonner, je me supprimerai après. Donc elle était très déterminée, donc vraiment j'ai vraiment pensé que c'est quelque chose qu'elle était capable de faire. 2 jours plus tard, le président du tribunal reçoit une lettre d'un commerçant de Saint-Étienne. Lui aussi a lu les journaux et il tient à rapporter certaines confidences d'André Gournier. 3 semaines avant son décès, il lui aurait dit qu'il souffrait d'un début d'Alzheimer et qu'il n'accepterait pas la déchéance et resterait maître de son destin. Ce témoignage qui se révèle si tardivement est très intéressant parce que c'est la première fois qu'il nous est dit que André Gournier lui-même, le père, avait une tendance suicidaire dont il lui avait fait part. Le mois suivant, 2 autres femmes écrivent au tribunal pour témoigner de la colère de Geneviève envers son mari. Elle aurait dit « J'ai tout ce qu'il faut, j'ai vécu en Afrique ». L'amie raconte qu'elle a tout de suite pensé au poison et notamment au curare. Tout ça est bon pour la défense de Jean-Paul Gournier. Le président de la cour d'assises ordonne donc un supplément d'information qu'il confie au juge Jaillet. Le juge interroge ses témoins de dernière minute et demande aux policiers de vérifier qu'ils ne sont pas manipulés par Jean-Paul Gournier. Leurs comptes en banque sont surveillés, ils sont placés sur écoute, tout comme le chirurgien. L'enquête ne révèle aucune subornation de témoins. Tous ces gens se sont bien manifestés spontanément. En juin 2007, le juge Jaillet clôt ce supplément d'information. Jean-Paul Gournier doit bientôt comparaître devant les assises de la Loire. Maître Buffard, à la fin de l'instruction, pour vous, la thèse du suicide, elle tient? Elle ne tient absolument pas. Pourquoi? Très simplement parce qu'il y a d'abord le trachyum. Le trachyum, seul un chirurgien ou quelqu'un proche d'un bloc opératoire peut se le procurer. Geneviève Gournier n'avait aucun moyen de se procurer un tel produit. L'idée qu'elle ait eu le temps, après s'être injecté le trachyum, qui est soutenu par Jean-Paul Gournier, d'aller à la cheminée, de jeter la seringue, l'aiguille et le flacon, et de revenir s'asseoir sur le fauteuil dans lequel elle va mourir, ne tient pas pour vous? Impensable. Impensable d'abord parce que l'effet du trachyum est très rapide et qu'il ne permet pas à quelqu'un qui vient de se l'injecter de faire toutes ces manipulations. Et puis aussi parce qu'on ne voit pas les raisons psychologiques qui pousseraient cette femme qui vient de se suicider, qui a un laps de temps très court, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, de se lever, d'aller faire disparaître. Pourquoi? Dans quel but? La seringue et l'aiguille avec laquelle elle vient de tuer son épouse suicidée. Je pense que pas une personne sensée ne peut admettre cette thèse-là. Admettons donc que les Gournier ne se soient pas suicidés. C'est l'idée que vous défendez. Ça ne prouve pas que Jean-Paul Gournier les a tués. Il est le seul
à avoir été présent sur place. On est certain qu'il n'y a eu aucune intervention extérieure. Et lui-même reconnaît qu'il a procédé à 2 injections, ou plutôt à 2 piqûres, une sur son père, une sur sa mère. Oui, pour prélever du sang. Prélever du sang. Il faudrait donc que la personne qui soit venue tuer, assassiner son père et sa mère ait réussi à piquer au même endroit où lui-même avait fait des piqûres pour retirer du sang. C'est impensable. Au fond, vous allez au procès avec une certitude, quoi. Une certitude totale. Le procès s'ouvre devant les assises de la Loire à Saint-Étienne le 16 juin 2008, plus de 8 ans après la découverte des corps d'André et Geneviève Gournier. Les jurés ont 4 jours pour se forger une intime conviction. Les curieux se pressent au palais de justice pour assister au procès d'un notable. Beaucoup de collègues et de patients du docteur Gournier sont venus le soutenir. C'est quelqu'un qui est connu dans le microcosme stéphanois. C'est un chirurgien qui a fait beaucoup d'opérations, qui a un mandat syndical, qui est le fils d'un dirigeant d'entreprise dans la plaine du Forêt, d'une industrie connue. La salle des assises ne venait pas voir un criminel, ne venait pas voir un assassin, ne venait pas voir... Non, elle venait voir le chirurgien de Saint-Étienne, qui avait une position sociale importante dans la ville, qui faisait partie des notables. Et donc, elle venait voir l'homme de confiance, l'homme qui, habituellement, sauve des gens, ou en tout cas les soigne. Et donc, il était entouré d'une sympathie réelle. Jean-Paul Gournier comparaît libre. 2 jours plus tôt, il opérait encore. Il paraît très à l'aise. Presque trop. On avait l'impression d'un homme politique qui serrait les mains, qui disait bonjour à droite, à gauche. À chaque interruption de séance, c'était la même chose. On le retrouvait au restaurant à midi. On voit un type qui entre là d'une manière tout à fait décontractée. J'ai couvert un certain nombre de procès d'assises et c'était quand même, je crois, la première fois de ma vie que je voyais un accusé qui risquait quand même perpète. C'est pas rien, hein. Il risquait perpète. Un type, donc, entrer dans le box des accusés d'une manière aussi sûre de lui. Mais au fil des jours, la défense perd des points. Les débats s'attardent longuement sur les expertises, toutes accablantes pour le chirurgien. Pour les contrer, Maître Saint-Pierre cite à la barre un expert privé, mais le spécialiste s'en mêle les pinceaux et ne parvient pas à semer le doute. Ah, ça a été catastrophique, parce que le docteur Keynes est sans doute un très bon scientifique. Il a publié, il est reconnu par ses pairs. Il devait être dans une petite forme, parce que ça s'est mal passé. Et il est évident que dans ce conflit dans ce débat avec ses collègues, eh bien, il n'a pas su convaincre, il n'a pas su prouver sa thèse. Jean-Paul Gournier fait en plus très mauvaise impression. Il prend souvent la parole et paraît arrogant. On avait vraiment l'impression qu'il voulait diriger son propre procès. Cette manière qu'il avait de vouloir sans cesse couper la parole aussi bien aux experts qu'au président. Et puis les choses qui le dérangeaient, il avait tendance à les prendre avec un petit sourire narquois. On avait le sentiment que ça n'avait pas d'importance pour lui ce qu'on disait, ou alors que ça n'avait pas de valeur. Je me souviens qu'il interpellait les experts en disant « Mais non, là vous dites une ânerie, c'est pas du tout comme ça, mais vous n'y connaissez rien, etc. » Il ne s'est jamais départi de cette façon de regarder, de cette façon d'interpeller, d'interrompre, et toujours avec beaucoup d'assurance sur ce thème-là. Moi je sais, et vous ne savez pas. L'avocat des parties civiles, Maître Buffard, enfonce encore le clou. Il insiste sur la position sociale de l'accusé qui lui permet de se payer des experts et d'éviter la détention provisoire. Il utilise aussi des extraits d'écoute téléphonique pour ternir un peu plus l'image du gentil docteur. Il ressortait régulièrement, vous avez dit que vous alliez exposer les experts en vol, vous m'avez traité de vérole, je crois. On découvrait une autre facette, une facette beaucoup plus calculatrice, beaucoup plus agressive. Alors là, on se dit, tiens, finalement, ce grand chirurgien qui est capable de sauver des vies, de soigner des individus, quand il est aux abois, quand il est pris et qu'il n'a plus aucune autre solution,
il est capable de s'emporter, il est capable probablement de commettre des gestes, le geste irréparable. Dans son réquisitoire, l'avocate générale souligne que Jean-Paul Gournier a essayé d'échapper à la justice. Selon elle, il a d'abord voulu mettre le feu avec le fer à repasser. Comme son plan n'a pas fonctionné, il a ensuite tenté d'orienter l'enquête sur la piste de l'intoxication. La magistrate réclame une peine lourde, 25 ans de prison. Le fait de donner la mort à ceux qui vous ont donné la vie, à ceux qui vous ont permis de faire des études brillantes, est un acte extrêmement grave et odieux. C'est en plus encore plus odieux d'utiliser son métier de chirurgien qui lui permettait d'avoir à proximité de lui de l'atracurium. C'est très très loin du serment d'Hippocrate. Le verdict tombe le 19 juin 2008, après un peu plus de 3 heures de délibéré. Les jurés ont suivi les réquisitions. Ils condamnent Jean-Paul Gournier à 25 ans de prison. Jean-Paul Gournier, comment est-ce que vous réagissez à l'annonce du verdict? Je suis resté non seulement sans voix, oui, je me suis affaissé debout, on va dire. J'ai rien pu dire, pas prononcer un mot, pas hurler au secours, je suis innocent. Et je pars sur le hurlement de détresse de ma fille Anne-Sophie. C'est un souvenir terrifiant, terrible. Terrible de ne pas avoir, pourtant d'avoir démontré la suite d'erreurs gravissimes, aussi bien d'erreurs d'enquête, d'erreurs des médecins légistes. Vous avez des médecins légistes qui mentent, qui sont parjurés à la barre, des erreurs d'expertise, où les experts disent le contraire de ce qu'ils ont écrit, et avec ça, vous envoyez un homme pour 25 ans derrière les barreaux. Vous vous retrouvez donc en prison, le soir même, évidemment, vous n'aviez pas envisagé cette hypothèse du tout? Absolument pas. Parce que moi, c'était tellement évident que, si vous voulez, les faits démontrent que je ne pouvais pas être là au moment de la mort de mes parents. C'est arrivé en prison, comment, enfin, quelles images il vous reste? Je me suis assis au bord du lit, et effectivement, je crois que ça a été une des nuits les plus longues de ma vie, où effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent. Dire, est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'on prend la décision de partir? Est-ce qu'il faut se battre? De partir? De partir, de se suicider. C'est innommable pour un innocent de se retrouver enfermé. Vous décidez tout de suite de faire appel? Oui. Le lendemain à 14h, je fais appel. Et à ce moment-là, quelque part, je retrouve un petit peu ma dignité d'homme. C'est-à-dire que pour moi, je repars du statut de condamné au statut de prévenu avec présomption d'innocence. Le procès en appel s'ouvre le 22 juin 2009 devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Cette fois-ci, le chirurgien change de stratégie pour convaincre les jurés de son innocence. Après 1 an de prison, Jean-Paul Gournier entre dans le box, le visage grave. Il a choisi 2 nouveaux avocats de Lyon pour le défendre. Et tous les 2 lui ont conseillé de changer d'attitude. Sans se concerter, on lui a dit la même chose, en disant « Monsieur, si vous vous présentez de cette manière-là, très revendicateur, très froid dans votre argumentation, très technique, nous, on ne pourra pas vous défendre. Parce que cet aspect-là, il va polluer votre défense. » L'impression qu'il allait donner à ces femmes et ces hommes qui sont les jurés, eh bien, c'était, je dirais, presque 50% de leur opinion. Et donc, il fallait qu'il apparaisse comme on a les éléments dans le dossier, comme un garçon, un fils aimant et proche de ses parents. Face à eux, la même avocate générale qu'à Saint-Étienne, Jacqueline Dufournay. Mais cette fois-ci, le banc des parties civiles restera vide. La sœur de Geneviève s'est retirée. Son avocat pense qu'elle a subi des pressions. Le rapport de force est donc plus favorable à l'accusé. Il est apparu beaucoup plus humble, beaucoup plus touchant. Il n'avait plus qu'un adversaire en face de lui. L'attaque, elle ne venait que d'un côté. Comme en première instance,
La défense cite un expert privé pour contrer les expertises de la justice. C'est un grand spécialiste canadien. Il sème le doute en affirmant à la barre que Geneviève a peut-être pu marcher quelques secondes après l'injection, même si ses paupières étaient déjà fermées. Il s'est approché, il a fait 3 pas. C'est-à-dire qu'il a fait la distance, selon lui, entre la cheminée et le fauteuil. Et c'est cette espèce de mime qu'il a fait, un peu drôle d'ailleurs, mais ô combien parlant pour les jurés, qui à mon avis a pu peser dans l'idée que l'on pouvait effectivement avoir une petite autonomie pendant quelques secondes de la part de Mme Gournier. La défense marque aussi des points avec les témoignages d'anciens patients et de la fille aînée du chirurgien. Tous louent avec émotion ses qualités humaines. Au terme des 4 jours d'audience, les avocats de Jean-Paul Gournier demandent l'acquittement. Ils rappellent aux jurés toutes les lacunes du dossier, une autopsie sommaire, pas d'aveu, aucune preuve matérielle. Tous ces éléments créent un doute. Et que le doute, c'était pas de dire « Monsieur, nous sommes convaincus de votre innocence ». Bon, ce serait sympa, mais c'est pas forcément ce qui est dit. Mais c'est de dire tous les éléments qu'on a pu rassembler dans cette procédure n'ont pas permis d'avoir la certitude de votre culpabilité. On ne peut pas condamner quelqu'un au bénéfice du doute, mais on doit l'acquitter au bénéfice du doute. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, Jean-Paul Gournier prend une dernière fois la parole. Il leur montre une photo de ses parents. C'est vrai que ça a été un moment d'émotion, parce que là, on a vraiment vu le fils qui disait « Voyez, regardez mes parents, je les aimais, j'aurais jamais pu les tuer. » On ne pouvait pas l'accuser en tant que fils que c'était une aberration de penser que pour 1 million ou 2 millions de francs, on pouvait tuer père et mère. Le verdict tombe à 21 h, après près de 5 heures de délibéré. Jean-Paul Gournier est acquitté. On va pouvoir vivre enfin. Je suis désolée, je suis très émue parce que ça a été très dur de continuer nos études et notre vie à côté. On pense en permanence à papa qui était en prison. Ça a été dur à mener. Il a mené son combat, il a été très bien, il est resté très calme. Je suis très fière de lui et on va enfin pouvoir reprendre notre vie. Voilà. Il est 22h30, Jean-Paul Gournier sort libre de la prison de Corba où il était incarcéré ces dernières semaines. Bon, allez, ça y est, c'est fini, le cauchemar est fini. Le cauchemar est fini, oui. Effectivement, c'est la fin d'un cauchemar qui aura duré presque 10 ans. 10 ans d'injustice, mais ça, on en reparlera plus tard. Là, pour l'instant, je suis rentré avec les miens et je suis très heureux que la justice de mon pays ait enfin reconnu mon innocence. Jean-Paul Gournier, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes toujours chirurgien? Je suis toujours chirurgien. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre de la Loire m'a toujours conservé sa confiance, et même pendant mon année d'incarcération, n'a même pas pris de mesures de suspension à mon égard, qui était une façon de me soutenir, de dire « nous, on n'y croit pas ». Vous êtes resté médecin, même en prison? Même en prison, je pouvais exercer. Et vous ne sentez pas dans votre dos des gens qui disent Docteur Gournier a tué ses parents Il y a sûrement un petit milieu stéphanois qui fait ses gorges chaudes. Mais ce qui est important pour moi, c'est la confiance non seulement de mes confrères, mais de mes malades. Si vous saviez les très belles lettres de malades que j'ai reçues, mais vraiment des lettres de soutien extraordinaires. Et beaucoup de gens, quand je suis revenu, disent oh, « qu'est-ce qu'on est content, on a eu peur que vous ne reveniez pas ». On ne saura sans doute jamais ce qui s'est passé ce soir du 29 novembre 1999. André et Geneviève ont emporté leur secret avec eux.